Il a échoué, c'est son problème. Il a réussi le mandat, ciao. Sinon, la plus grande puissance comme l'Amérique ne changera pas le bon président qu'il a eu quand ils ont fait leur mandat parce qu'ils ont bien travaillé. Non, on prend même les moins mauvais parce qu'il faut faire après l'alternance. Donc, c'est comme ça. Voilà. Monsieur Merci. Freddy, allez-y. Si vous avez une bonne connexion. Merci beaucoup. Alors, bonjour, Maman Massimango, bonjour à tous les Congolais et Congolaises et aussi à d'autres peuples ou nations qui sont ici dans ce space, parce que je pense qu'il n'y a pas que de Congolais ici. Au fait, la situation de la République démocratique du Congo est pire que ce que j'entends ici. Euh, on est en train de ne parler que d'une partie. C'est vrai, Papa Poukas, comme toujours, nous fait revenir, fait rentrer pardon, au passé pour nous amener au présent et puis prévoir le futur. Toto aussi et vous-même et d'autres, bien sûr, Congolais, mais dans les faits aujourd'hui, le Congo a tout au plus 6,5 millions de ses fils et filles qui sont parsemés à travers le pays en cherchant refuge. 6,5 millions, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, vous quittez chez vous, dans votre propre pays, et vous devenez réfugié dans votre propre pays tout en errant, sans manger, sans boire, sans aide. Ni l'aide du gouvernement, ni l'aide de la communauté internationale, qui, dans des spots, des publicités, je vais dire spots, c'est comme ça qu'on l'appelle, où l'on demande de l'aide aux différents pays de pouvoir venir prendre en charge ou aider par des vidéos où l'on montre des enfants malnutris, comme c'était à l'époque avec l'Éthiopie et tout. Le Congo est à ce stade-là. Mais quand on voit, on entend des Congolais s'exprimer dans ces spaces, on a comme l'impression qu'ils parlent d'un pays stable, d'un pays qui existe pour de vrai. Alors qu'au fond, en réalité, le Congo n'existe que dans deux coins. C'est-à-dire dans la capitale où il y a les institutions, dans des provinces où il y a la paix, et partout où il y a la guerre, c'est un espace euh, qui n'est pas, on va dire quoi, dirigé, où l'État est absent. Alors, absent sur toute la ligne. J'entends des gens dire ici dans cette espèce que les Wazalendo, je crois, sont en train de combattre pour récupérer des terres, mais ils ne voient pas les risques qu'il y a que nous quittons la place que doit occuper l'armée pour le remettre entre les mains des civils. On est en train de créer une insécurité à venir. C'est à l'armée nationale de prendre la charge de sécuriser les personnes et leurs biens, et non pas aux civils. Mais les gens applaudissent. Je comprends, c'est l'effet d'être fatigué, c'est l'effet de se dire, ok, on se prend en charge, mais en fait, c'est grave. Maintenant, je reviens sur un autre point, je crois beaucoup si on soulevait ici, cette guerre, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda, on a toujours dit, on le répète toujours, c'est la communauté internationale entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, c'est parce que nous, le Congolais, nous n'agissons pas sur le plan, avec nos leviers de pouvoir, sur le plan surtout diplomatique, de pouvoir taper sur avoir un siège, là où tous ces décisions se prennent, pour que le Congo puisse enfin être en paix. Nous raffermons sur nos égaux, sur nos autorités morales, sur le pouvoir à venir, alors qu'au fond, nous devons tous parler le même langage en tant que Congolais. Dans un space pareil, il faut pas parler de Matata, il ne faut pas parler de Tshisekedi, il ne faut pas parler de Fayoulou, il ne faut pas parler... Non, un space pareil devrait parler de la République démocratique du Congo, parce que tôt ou tard, Tshisekedi partira. Il y aura un autre président. Celui-là aussi partira, mais le Congo restera Congo pour nous. C'est ce qui me fait mal quand j'entends des gens prendre des positions sans pour autant citer leur autorité morale, mais tu sens qu'ils mènent leur pensée, non pas selon le sujet, mais, mais plutôt selon la vision de leur autorité morale, qui a des intérêts, des ramifications
de cette balkanisation que nous ne voulons pas. Alors, s'il vous plaît, chers amis, on parle Congo ici. Et le président de la République, on ne le tient pas par rapport à son nom. Tshisekedi, non. On le tient par rapport au poste qu'il occupe. S'il était maçon, on n'est pas parlé de lui. S'il était infirmier ou docteur, médecin, on n'allait même pas parler de lui. Mais il est président de la République. Les décisions prises touchent tous les Congolais. Et ceux qui sont nés, et ceux qui sont à naître, ils vont naître dans les jours à venir, et ceux qui sont même morts, et qui sont peut-être enterrés en République démocratique du Congo. C'est lui notre président de la République. Alors quand il prend des décisions qui ne sont pas sur la bonne voie, même si tu es de lui d'épaisse, mais il faut dire carrément qu'il a mal fait. Il a mal agi. C'est un humain. Et taper sur lui, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Est-ce qu'il y a même de l'amour ici? Ici, c'est l'amour du pays. C'est l'amour du Congo. Même mon frère, moi, s'il prend une mauvaise décision, c'est ça, en fait, le problème du Congo. Un frère à toi qui prend une mauvaise décision pour le bon fonctionnement du pays. Toi, frère, ne t'arrête pas à avoir tes intérêts parce que falanga. Non. Il faut que tu te dises que, papa, la décision que tu prends, ça va nous toucher aussi, nous, qui sommes tes frères à toi. Tu partiras aujourd'hui, ça sera peut-être nous qui allons payer le prix. C'est en fait, c'est là le fondement du problème du Congo. L'égoïsme. Les gens voient leurs intérêts mesquins, minuscules, qui n'ont... Mobutu est où aujourd'hui? Où est Mobutu? Où sont les amis de Laurent Désiré Kabila qui l'avait accompagné, qui avait dirigé le pays pendant quelques années et qui étaient les maîtres de ce Congo? Ils sont où aujourd'hui? Où sont les amis de Kabila? Ceux qui avaient dit Kabila désire, ils sont où? Ils sont dans l'Union sacrée aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, arrêtez un peu de mettre vos cerveaux derrière des personnalités, excusez-moi, au moment où nous parlons, qui n'apportent pas de solution vraie. Ils parlent de leurs intérêts propres et égoïstes et vous les accompagnez. Vous mettrez votre intelligence en débile. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, j'ai suivi aujourd'hui dans un panel M. Fayoulou qui dit que selon lui, le président Tshisekedi et M. Kagame sont toujours en connivence. Ils travaillent toujours en connivence par rapport à la situation à l'est du pays et il le fait parce que il veut, comment on peut dire ça, distraire la population afin de passer sa voix par rapport aux élections. Ça, c'est son, comment on dit ça en français, c'est son avis à lui. Il a dit, et j'ai même publié allez sur ma page, sur mon TL, timeline, vous allez voir ça, j'ai publié le lien, c'est sur YouTube, c'est en anglais. C'est en anglais facile, hein, c'est pas en anglais difficile. Si vous comprenez l'anglais, allez un peu suivre cela. Mais quand vous suivez vers la fin, Jason Stern, c'est un Américain, mais qui suit de près la situation de la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire, économique et autres. Il dit ce que je suis en train de dire maintenant. Le Congo doit s'unir, les Congolais doivent s'unir pour demander à cette communauté internationale. Les gens disent qu'ils n'existent pas. Non, ils existent. Parce que nos frères et sœurs meurent aujourd'hui. Parce que ces gens-là, ils sont en train de travailler de connivence avec le Rwanda, l'Ouganda et même d'autres autorités burundaises afin de les alimenter de nos produits du sous-sol, les minéraux. Le Rwanda déjà, il a déclaré, le Rwanda, pour cette année qui s'achève, a sorti de la République démocratique du Congo la moitié, notez, hein, la moitié de, comment on peut dire ça, de la récolte, si je te parle de récolte, mais la moitié des minéraux en diamant, en or à l'est du pays. Donc, si le Congo devait produire, par exemple, 100 millions, je ne sais pas moi, 10 millions, je ne sais pas moi, un chiffre, mais la moitié, c'est le Rwanda qui les a sortis de son pays, les a exportés de son pays. Malgré tout ce qu'on nous dit ici, on a freiné le Rwanda, on a fait ceci. Non, 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 non. Ils avancent. Et la communauté internationale continue à soutenir ces pays-là, malgré les différents rapports. Ça ne vous dit pas quelque chose. Ça ne vous dit pas quelque chose. Ils font les rapports, ils tournent, ils jouent au fait aux sapeurs-pompiers et en même temps aux pyromanes. Ils allument le feu, ils viennent comme s'ils viennent vous aider. Et nous, en tant que Congolais,
Nous sommes là en train de dire, il a raison, il a tort, il a raison, il a tort, il a raison, il a tort. C'est comme Papou Kassa a dit, on veut au fait nous mettre en chien de faïence à l'interne pour que cela puisse bénéficier à ceux qui sont en train de piller le pays. Tout le monde connaît le problème du Congo, mais personne ne veut dire que c'est le moment de pouvoir nous unir afin de mettre notre intelligence en place. Pourquoi est-ce que chaque fois que l'on veut avoir ces bénéfices politiques, on cherche des colloques, on cherche pour l'union sacrée, il fallait des consultations, pour l'état des sièges, il y a un colloque. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de colloque? Pourquoi est-ce que, vous ne vous posez pas la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de colloque? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concertation? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, je ne sais pas moi, le président reçoit, ou pourquoi il n'y a pas ça quand il faut parler de l'Est? Ça ne vous dit pas quelque chose? Parce que chacun tire la couverture de son côté pour ses intérêts. Il faut servir cette même communauté internationale de l'interne. Et les jeunes qui doivent se retirer et voir cette situation de loin, parce que le pays restera aux jeunes. Le Congo compte plus de 65% des jeunes. Mais ces 65% des jeunes, ce sont eux qui viennent ici dans ces spaces, nous raconter leur vie ou la vie de leurs autorités morales tout en le couvrant. S'il vous plaît, la situation est pire que ce que nous pensons ici. La situation est réellement pire. Vous parlez balkanisation, moi je parle annexion. Annexion carrément. Parce que ce sont des États, ce sont des espaces de terre qui n'ont pas de, comment je peux appeler ça, qui n'ont pas de, c'est quoi que je peux dire? L'État n'existe pas. L'État congolais n'y est pas. Donc, s'il vous plaît, en tout cas, chers amis, et même par rapport à ces élections, ça c'est un autre point que je voulais aussi ajouter, par rapport à ces élections, c'est la question que je pose, hein. Pensez-vous que ces élections pourront apporter la solution à la situation sécuritaire du pays? C'est la question que je pose et je vais terminer par là pour l'instant. Et je veux toutefois rebondir s'il y a une question ou s'il y a une remarque ou peut-être s'il y a une contradiction, je reviendrai. Merci. Bon, merci maman et merci à tous les compatriotes. Merci à ceux-là qui se joignent à nous pour écouter la voix du peuple congolais, les cris de détresse de ces grands géants qui continuent à souffrir depuis la colonisation jusqu'à ce jour. C'est vrai que la situation du Congo, sur le plan de vie international, c'est une injustice jamais connue. Nous parlons d'un pays qui, en peu de 3 décennies, a perdu, selon les rapports de l'ONU, certains parlent de 6 jusqu'à 10 millions de morts. Et c'est là parce que notre pays est devenu le théâtre des enjeux du futur de l'humanité. Et le monde les connaît. Si autrefois on a tué Patrice Emery Lumumba parce qu'on l'a jugé des communistes, qui l'a toujours nié, il n'a jamais été, il avait dit qu'il ne le serait jamais. Mais après les enjeux de la perestroïka, où il y a eu des changements en Afrique, le Congo aussi a prêté cette voix. Seulement pour voir que, parce que Mobutu ne représentait plus rien, il fallait le faire partir, et les anglo-saxons se sont ligués pour le départ de Mobutu. Nous savons tous aujourd'hui que le président du Rwanda actuel fait l'objet de beaucoup de procès, de plaintes en France, où il y a même des juges qui ont demandé qu'il soit convoqué. Mais à cause des intérêts, de la guerre par procuration que la communauté internationale a trouvée maintenant au Congo, ces gens-là passent sous l'impunité et ce sont les Congolais qui payent les ponts cassés. Le malheur du peuple congolais, c'est quoi? C'est en 1994, les Rwandais s'entretuent et les Congolais, comme tout bon voisin, ouvrent ses couloirs. D'ailleurs, sur l'ordre de la communauté internationale, pour protéger les civils. Et la suite, c'est ce que nous vivons jusqu'à ce jour.
Bien qu'il n'y ait jamais eu des Congolais dans les conflits rwando-rwandais, mais ce sont des Congolais maintenant qui doivent payer les pots cassés parce que les Rwandais, une minorité qui est au pouvoir aujourd'hui, qui vient traquer les Hutus qui ont pris refuge dans notre territoire en les massacrant. Et cette situation perdure jusqu'en ce jour, au point où ça a changé maintenant. Ce n'est plus un problème de sécurité, mais ça devient un problème géostratégique et économique. Pourquoi? Parce que qui ignore que le Rwanda n'a pas de minerais sous son sous-sol, qu'il en est devenu même le premier fournisseur, comme il y a des ans ici aux États-Unis, où c'est le Rwanda qui est le premier maintenant fournisseur du coltan. Ce minerai essentiel qui sert à fabriquer les téléphones qui nous aident aujourd'hui à communiquer. Le monde entier sait qu'il n'y a pas cette matière au Rwanda. Le monde entier sait que ça vient du Congo. Au prix des enfants, il y a la Radio-Canada qui est parti là-bas quelques années interviewer les gens avec le fameux sénateur qui est aujourd'hui en procès au Congo. Ils ont vu dans quelles conditions des enfants sont tués par des écoulements, des éboulements de terre et personne ne dit bon. Mais on prend les minéraux. Il y a même Volkswagen qui est allé mettre une usine au Rwanda pour des voitures électriques. Et tout ça, on laisse ces Congos-là, où l'ONU est là depuis 1999. Et tenez que le budget de l'ONU, c'est les 2% du PIB du gouvernement congolais. Depuis plus de 30 ans. Pourquoi la communauté internationale peut payer autant d'argent en termes de milliards et la sécurité ne fait que s'empirer? Il y a 3 jours, le secrétaire général de l'ONU lui-même a fait un rapport accablant sur la dégradation de la situation. Alors, qu'est-ce que toute cette force-là de l'ONU fait chez nous et n'arrive pas à contenir? Non, c'est parce que les multinationales, au travers des gouvernements étrangers, ont trouvé un autre moyen de nous faire la guerre par procuration. Et nous, en tant que peuple, nous nous levons, nous disons, assez, c'est assez. Si le monde commémore et reconnaît ce qui s'est passé au Rwanda avec 1000, comme on nous dit, 1000 morts de Tutsis, à combien plus forte raison quand on parle de 10 millions de morts? Si c'est 1 million qu'on dise, parce que moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ces chiffres, parce qu'à l'entrée, en 94, la population qui était là-bas, la population, où si vous voulez parler de 1 million de morts, ça veut dire qu'il fallait tuer plus que ceux qui vivaient à l'époque au Rwanda, ce qui n'est pas évident. Alors voilà les cris de détresse. Dans ces pays qui regorgent non seulement des matières, mais aussi, comme les uns commencent à le dire, pays solutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde regarde encore au Congo. Et c'est là, c'est peut-être que je peux donner un message à nos frères africains qui vivent outre-mer, que ce soit ceux de la Guadeloupe, la Martinique et Haïti. Écoutez, c'est un combat de longue haleine. Que ce soit Aimé Césaire, que ce soit Franck Fanon, lui de la Martinique, qui a compris que, après avoir étudié l'Afrique, ce continent avait la forme d'un revolver dont la gâchette pour son décollage s'est trouvée au Congo. Cette assertion est encore vraie aujourd'hui. Parce que ces pays-là, c'est les pays qui regorgent plus de 50% de l'eau fraîche de toute l'Afrique. C'est ces pays-là qui paient, par son barrage d'Inga, électrifier plus de 80% de l'Afrique. C'est ces pays-là qui a des terres arables qui peuvent nourrir plus d'un quart de l'humanité. Et pour nous, les Congolais qui sommes ici, nous devons prendre conscience. C'est pourquoi notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avait vu ça. Et il nous avait recommandé que le Congo est grand et il a besoin de la grandeur. Aujourd'hui, je pense que les Congolaises et les Congolais ont atteint la maturité de dépasser nos dissensions et de comprendre que nous avons un rôle à jouer, pas seulement pour nous, pour l'Afrique, mais pour l'humanité. Et ça passe d'abord par la paix. Et notre demande, c'est la paix. C'est ce pays-là où on a décerné le prix Nobel de la paix parce qu'il y a un docteur qui doit soigner des gens qui sont violés à génération. Dans quel pays on a trouvé comme docteur Mukwege, il soigne la mère, la fille et la petite fille pour le même crime par le même commanditaire. Il est temps qu'on regarde aux Congolais comme des gens qui ont besoin de la justice.
Nous sommes aujourd'hui disséminés partout dans le monde, mais nous ne pouvons jamais oublier cette mère patrie. Et nous luttons et nous pensons que nos cris de détresse ne vont pas rester inentendus. Il est temps que la communauté internationale aujourd'hui se mobilise. Et je suis content aujourd'hui qu'il y a des gens qui nous visitent. Parce que c'est anormal qu'ici aux États-Unis, que le gouvernement américain continue à donner plus de 80 milliards de dollars pour supporter la guerre en Ukraine et qu'on ignore ce qui se passe, la tragédie du Congo. C'est quoi la différence? Quelle est notre part dans l'humanité? Devons-nous garder cette forêt pour protéger l'humanité et décimer toute la population? Et c'est ça la solution du monde. Donc, il est temps qu'on regarde le problème des Congolais avec plus d'attention parce qu'il est plus que temps qu'on trouve des solutions pour que l'Afrique, la région et l'humanité soient en paix. Merci beaucoup pour ceux qui sont venus nous voir. Merci à vous, Maman Génocide, et merci à tous les compatriotes.